je sais très bien de quel mal vous souffrez. Vous avez juste ici au coin du pouce un petit peu de corne, à l'endroit caractéristique où le doigt appuie sur le bouton de la télécommande lorsque vous ne savez pas quel programme choisir. Laissez votre pouce tranquille car vous êtes au bon endroit. Vous êtes au cœur d'une émission culturelle qui s'appelle La Bougeotte et qui, chaque mois, va secouer vos synapses afin de vous proposer le meilleur de la culture dans le Grand Est. Et je serai votre guide, Nicolas. Dans chaque épisode, nous allons nous retrouver dans un lieu emblématique du Grand Est. Aujourd'hui, c'est au tour de l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. Au menu de ce premier numéro, on commence par une visite à Strasbourg avec la rubrique Réveille ton art, qui va tenter de percer les mystères d'une discipline artistique sensuelle, l'effeuillage burlesque. Ensuite, place à notre enquête au Farest, qui va s'intéresser ce mois-ci à un savoir-faire ancestral, la lutherie de Mirecourt dans les Vosges. Enfin, nous clôturerons notre première émission avec fracas, grâce au rocker de Tequila Savate. Mais avant de parler de tout cela, suivons notre équipe qui s'est rendue à Reims, dans le quartier d'Orgeval, pour vous faire découvrir les coulisses d'une création étonnante. C'est l'heure de votre rubrique « L'envers du décor ». Le collectif Protocole, c'est un collectif de 5 jongleurs, jongleuses, jonglage d'improvisation avec des massues. Ce qui est cool avec le jonglage, c'est que c'est un art populaire. Et du coup, quand on débarque dans un endroit, on a toujours nos massues de jonglage et tout de suite, on est hyper reconnaissable. En 2017, on a sorti un spectacle qui s'appelle Monument, où on reprenait un peu tous les protocoles d'improvisation qu'on avait développés pendant les années. Le jeu, c'est de débarquer dans un quartier, d'installer un QG, et puis de faire une multitude d'interventions dans le quartier. Et c'est donc le manège de Reims qui nous a demandé de venir faire une investigation jonglée du quartier d'Orgeval. On est arrivé dimanche soir, le spectacle se termine réellement samedi soir. Ce spectacle dure donc 6 jours. Le premier jour, quand on arrive, la première action qu'on fait le matin, c'est une chose qu'on appelle repérage repéré. On se balade en pick-up avec 3 massues chacun et on s'arrête à des endroits X et on fait des positions non jonglées. Ça pour nous c'est une façon de faire monter une intrigue, du coup juste que les gens ils se demandent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font là et qui c'est ces gens. Allez, on est souriant. Évidemment qu'on dérange, parce que si on ne dérange pas, en fait, il ne se passe rien. Donc le jeu, c'est qu'on vienne déranger, on vient déplacer les choses. Du coup, les gens, ils nous repèrent. Et nous, en même temps, dans le pick-up, à l'intérieur, on est avec une carte. On repère aussi tout ce qui sont les endroits clés un peu du quartier. Et c'était heureux, les gens à la fenêtre. Chaque fois qu'on arrive dans un quartier, clairement, c'est un nouveau défi et on ne sait jamais comment il va se passer. On ne connaît pas Reims, nous on est de partout en France, mais pas de Reims. Pour que ça marche, on doit être hyper humain, hyper ouvert et hyper cool avec les habitants, parce que la réalité c'est qu'on est chez eux, c'est pas nous, on n'est pas chez nous quoi. Et du coup c'est comment on arrive à désamorcer cette petite crainte ou cette petite tension pour finalement offrir un petit jonglage d'une seconde et puis inviter à la restitution finale quoi. Ah, j'en peux plus, faut que je jongle. Le fond, il est pas bien. Ouais, bon. Bah, l'autre, là. Celle-là, c'est la mieux. Dans le spectacle Monument, on a un QG, du coup on a un quartier général où on revient chaque fois et on fait des actions que clairement le public ne voit pas. Alors dans le QG, tout est hyper bien huilé. Thomas dessine la carte, Pascal s'occupe des réseaux sociaux. Ensuite, il y a Paul qui s'occupe des légendes, des photographies qu'on prend dans le quartier. Valentina s'occupe de tout ce qui est impression, des logos, des photos. Et puis moi, j'écris le roman photo. C'est une espèce de cocotte minute où on essaye d'avoir un aperçu de la vie des quartiers. Et pour arriver au 4e jour, un grand spectacle final qui, du coup, on fait un compte rendu de tout notre ressenti.
À niveau artistique et jonglage, c'est un peu notre vocabulaire. C'est la façon à travers laquelle on arrive à dire les choses. Je pense que si on était musicien, ce sera la musique. Si on était peintre, ce sera la peinture. Nous, on fait du jonglage et du coup, c'est à travers ça qu'on s'exprime. C'est ça qu'on fait depuis 15 ans. Les gens ne se rendent jamais compte du temps de travail pour du jonglage. Mais après, tout réside dans la manière d'écrire, cette manière d'offrir le jonglage. Si tout d'un coup on dit Madame, et puis vous la regardez dans les yeux, vous lui dites ma plus belle figure de jonglage, j'ai travaillé 10 ans pour, et puis vous la faites, ça devient un cadeau énorme. L'enjeu là dans ce collectif, c'est d'écrire comment on crée le cadeau et l'emballage. L'unique consigne que tu as, c'est d'être là et prêt à tout. Et c'est super intéressant à vivre. J'ai l'impression que ça me nourrit beaucoup plus à niveau personnel que reproduire toujours la même chose identique. Après ce voyage fantastique dans le milieu du jonglage, je vais vous inviter à remonter le temps. Et quoi de plus facile lorsque l'on se trouve au cœur de l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. L'édifice fait 12 000 m², c'est dire si je vais avoir besoin d'un ou d'une guide pour vous le faire visiter. Ah mais j'aperçois là-bas Marisa Defonte qui est précisément chargée de mission à l'abbaye. Marisa, je suis très heureux de vous rencontrer parce que si j'ai bien tout compris, c'est à vous qu'il faut s'adresser si l'on veut visiter les petits coins secrets de l'abbaye des Prémontrés. Oui, tout à fait. Je suis chargée de la culture et du patrimoine. Et là, actuellement, on se tient au premier étage de l'escalier carré où est niché un magnifique lustre de 650 kg en cristal. 650 kilos, oui. Il vaut mieux qu'il soit solidement fixé. C'est bien ça. On est à l'abbaye des Prémontrés. Qu'est-ce qui caractérise une abbaye et qui sont ces fameux Prémontrés ? Alors les Prémontrés sont des chanoines qui sont en fait donc issus d'un ordre religieux fondé au XIIe siècle par saint Norbert et on les appelle chanoines parce qu'à la différence des moines clunisiens ou cisterciens, ils ont vocation de vivre en communauté dans l'abbaye mais ils peuvent sortir pour évangéliser à l'extérieur de l'abbaye. Et est-ce qu'il y a encore des chanoines qui habitent ici aujourd'hui ? Alors non, ils sont arrivés au XVIIe siècle sur Pont-à-Mousson. Au XVIIIe siècle, ils construisent cette magnifique abbaye. Et à la fin de la Révolution, ils ont été chassés de l'abbaye. Alors si je comprends bien, ça a été une abbaye. Le bâtiment a changé de vocation après la Révolution. Et quelles autres histoires il a vécu ? Je crois que c'était un hôpital également. Exactement, au début du XXe siècle, une fois que le bâtiment appartient à la mairie de Pont-à-Mousson, elle y met son hôpital. C'est d'ailleurs pour ça que le cloître est devenu vitré, alors que d'habitude un cloître c'est ouvert sur le jardin du cloître. Comment est-ce qu'il devient centre culturel, ce qui est sa dernière vocation, celle qu'il vit encore aujourd'hui ? Alors là, il faut connaître la date de 1944 parce qu'en fait, ça a une grande incidence, les bombardements et un incendie qui vont vraiment ravager l'abbaye totalement. Et après des hésitations, l'abbaye est reconstruite pendant au moins 20 ans et on décide de lui attribuer la fonction de centre culturel pour faire vivre ces lieux au centre de Pont-à-Mousson. Alors une dernière question, je suis strasbourgeois, je suis un ex-alsacien, je suis rémois, je suis un ex-champenois. J'ai envie de passer un week-end sympathique à Pont-à-Mousson, je peux donc dormir ici. Qu'est-ce que je vais aller voir en premier dans l'abbaye pour m'en mettre plein les yeux ? Alors si on est pendant l'été, je pense qu'on va voir les jardins, parce qu'on a 25 000 m² de jardin, 3 différents avec 3 ambiances différentes. Et puis après, bien sûr, il y a le monument en lui-même, l'église, qui a une voûte sous plafond de 18 mètres de haut. Donc c'est une église halle avec les deux bas-côtés beaucoup plus hautes qu'à la normale. Et bien sûr, ces escaliers dont je vous parlais, qui sont monumentaux et qui montrent les prouesses techniques du XVIIIe siècle. La vraie prouesse de Marisa, ça a été de nous faire un petit voyage dans l'histoire. Le voyage que nous allons faire maintenant est géographique, puisque nous allons aller du côté de Strasbourg pour découvrir une discipline qui revient en force, une discipline qui s'appelle l'effeuillage, et vous allez voir que j'ai donné de ma personne. Marisa, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Oui, tout à fait. Eh bien, je vous laisse lancer la rubrique, il suffit d'appuyer sur le bouton. À vous qui pensez qu'une Alsacienne s'habille nécessairement avec son costume traditionnel, celui avec les oreilles en forme de palmito, détrompez-vous, je vais vivre une immersion qui va faire rimer Alsace avec sexy, avec humour, avec burlesque.
Un univers décalé, des froufrous et des tatouages, c'est l'attirail qu'utilise régulièrement Luna Moka pour s'exprimer sur scène. Après s'être formée en Angleterre, c'est à Strasbourg que Claire, de son vrai nom, ouvre la première école d'effeuillage de l'Est de la France. J'ai donc décidé de partir à la rencontre de cette artiste alsacienne au sein de son école, la clandestine, afin d'apprendre les rudiments de l'effeuillage burlesque. Un art qui allie la danse, la liberté du corps et, vous allez le constater, la sensualité. Bonjour Claire. Bonjour. Luna Moka, c'est ton nom d'artiste. Ouais. Claire, c'est ton vrai prénom. Et tu es professeure de burlesque. D'effeuillage burlesque. Pour nous qui sommes des novices, est-ce que tu pourrais nous définir l'effeuillage burlesque en quelques mots? Alors, l'effeuillage burlesque, c'est l'art de se dévêtir avec humour et glamour. Voilà, en une phrase. Et alors concrètement, si je me présente ici dans cette école d'effeuillage burlesque, comment tu vas me recevoir et comment tu vas me conseiller? Alors, je vais t'apprendre à enlever des gants. L'accessoire indispensable des cours de burlesque, c'est les gants. Après, les démarches aussi sont très importantes parce on danse avec des talons, donc ça fait partie de l'apprentissage, à bien se tenir, ce genre de choses. Les femmes qui viennent te voir, puisqu'il s'agit d'une majorité de femmes, Ouais. qu'est-ce qu'elles viennent chercher et pourquoi est-ce qu'on vient apprendre à s'effeuiller? En général, c'est des personnes, des femmes qui ont besoin de reprendre quand même pas mal de confiance en soi. Alors, il y en a qui rupture ou alors des grossesses ou elles ont envie de reprendre un peu confiance en elles. Il y a beaucoup de ça. Et puis après, il y a les personnes qui ont vu le côté plus artistique. Donc là, elles viennent vraiment pour se saper, le côté plume, paillettes, voilà. Vous l'avez compris, toutes les excuses sont bonnes pour s'effeuiller. Mais alors pourquoi pas moi? T'es prêt? Je me lève. Position de base. Position de base, voilà. Attends. Sourire. Attends, mais ne serait-ce que ça, pourquoi chez toi c'est magnifique? Et pourquoi moi j'ai l'air d'un pot de beurre Alors là, tu fais un peu trop de grimaces, mais je pense que ça C'est vient parce que après. c'est quand je me vois, j'ai l'impression de danser comme un chef comptable. Mais une fois un que petit tu as peu. la technique, tous ces faciès disparaissent normalement. Ou alors si tu as envie de garder justement ce personnage de grand guignol, c'est parfait. Continue. Sans vouloir offenser Luna, j'ai l'impression que quelquefois l'élève dépasse le maître. Tu passes, hop. Bah, presque. Dans les feuillages burlesques, on prend son temps quand on enlève ses vêtements. Le striptease traditionnel, où les femmes se déshabillent sans histoire aucune, t'enlèves tes vêtements, voilà, ça a le côté beaucoup plus bestial et sexuel. Tandis que les feuillages burlesques, justement, les femmes prennent leur temps d'enlever leurs vêtements et il y a souvent une histoire cachée. Donc on invente, on crée des personnages, c'est beaucoup plus artistique, ce genre de choses. On dit qu'on enlève nos vêtements que si le public est réactif et nous applaudit. Il y a vraiment un échange entre le public et l'artiste en fait. Tu croises et tu viens mettre derrière toi. Excellent. Voilà. La chenille devient papillon. Voilà. Je crois que ça doit faire 2-3 ans seulement qu'il y a des hommes qui se sont lancés dans les feuillages burlesques. Avant, il n'y en avait quasiment pas. Les cours sont ouverts à tout le monde. On va dire de 20 à 60 ans. C'est hyper large. Il y a des cours de cabaret, de French Cancan, du Charleston. On reste dans l'univers un peu rétro de l'époque. Ensuite, tu roules en boule et tu fais comme si tu avais très très chaud. Voilà. Et tu jettes. Il est vrai que j'ai seulement appris les bases, mais je me sens comme qui dirait pousser des ailes. Bon, j'ai une formation un petit peu accélérée, mais je crois que je suis prêt, je vais me lancer dans le burlesque. T'es sûr ? Et maintenant, fini en beauté, je fais comme Claire m'a dit, le chimichimi. Ça vous a plu? Parce que moi, ça m'a drôlement plu. Mes retours à Pont-à-Mousson, plus précisément à l'abbaye des Prémontrés, où chaque fin d'été depuis 1995 a lieu un festival des écritures théâtrales contemporaines appelé la Mousson d'été. Pendant 7 jours, des metteurs en scène, des comédiens, des artistes se réunissent pour faire résonner parmi ces vieilles pierres les mots d'aujourd'hui. Dans l'ancienne bibliothèque de l'abbaye, par exemple, on retrouve une salle de spectacle aménagée par le festival. Nous voilà au milieu d'une lecture mise en scène par Tamara Al-Saadi. Après seulement quelques répétitions, les comédiens, les techniciens et les metteurs en scène doivent déjà présenter leur spectacle devant un public. Tamara, tu es invitée pour la première fois en tant qu'artiste à la Mousson d'été. Ouais. Donc ma première question est très simple. Qu'est-ce qu'un artiste vient faire
à la mousson d'été. Alors moi, je suis invitée ici dans ma fonction à la fois de comédienne et de metteur en scène. Et je viens tout juste de diriger une lecture d'une auteure italienne, Valentina Diana, avec 2 comédiens. Alors on va un petit peu faire les naïfs, mais on rappelle qu'une lecture, ce sont des comédiens qui sont face à un public avec le texte en main. Voilà, c'est ça. En fait, l'originalité, je trouve, de ce festival, c'est qu'il fait rencontrer des équipes d'artistes pour en fait réfléchir ensemble sur une écriture. Et il s'agit, dans l'exercice de la lecture, il s'agit en fait de mettre en espace, c'est-à-dire esquisser, suggérer une mise en scène. Enfin, insuffler un peu un squelette, dégager les enjeux du texte et le valoriser comme ça à coup de fulgurance, quoi. Donc si un spectacle finit, pour faire une comparaison, est comme un tableau, ici on est dans l'exercice du croquis, du dessin, du jeté. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on arrive tous et on nous met un crayon en main, à peine une gomme, et on dit « Ok, allez, vas-y, dessine ». Qu'est-ce que ça génère comme émotion, cette urgence et ce côté de créer sur le moment ? En fait, c'est assez intéressant parce que nous, dans la mise en scène, souvent, on a un texte en main, on a le temps de réfléchir, les tenants, les aboutissants, la scénographie, etc. Là, avec très peu de choses, il faut qu'on aille très vite à l'essentiel. Comme tu es aussi autrice, tu as écrit un spectacle qui frappe au cœur et qui vient jouer à Nancy au mois de décembre. J'espère qu'il frappe au cœur, je sais pas, mais oui, j'ai la chance d'avoir été invitée par Michel Didim à présenter mon travail à la Manufacture de Nancy du 3 au 6 décembre, et mon spectacle s'appelle Place. Nous, on y sera avec la Bougeotte. J'espère que vous aussi, vous y serez. J'ai une dernière question qui est un petit peu indiscrète. Est-ce que tu aimes bien le violon ? J'aime beaucoup le violon. Alors tu vas adorer la rubrique qui arrive, car nous partons tout de suite sur les traces de la lutherie, qui est une spécialité d'une petite ville des Vosges qui s'appelle Mirecourt. Une petite ville du centre des Vosges mondialement connue pour ses violons. Ça vous dit quelque chose ? Je veux bien entendu parler de Mirecourt. Véritable berceau de la lutherie française, Mirecourt s'est taillé au fil des siècles une réputation mondiale. Alors nous, à la Bougeotte, on s'est demandé comment cette petite ville des Vosges avait pu devenir une des capitales mondiales de la lutherie. On pourrait croire que c'est grâce aux belles forêts des alentours, parce que pour faire des violons, faut du bois. Mais non. En réalité, la réponse se trouve ailleurs. Nous allons vous raconter tout cela dans une enquête menée tambour battant au Far-Est. À partir du XIVe siècle, Mirecourt est une cité riche et prospère. De nombreux marchands passent par Mirecourt pour relier l'Espagne à la Hollande, mais aussi sur leur route vers l'Italie. Avant l'arrivée des luthiers, les musiciens fabriquent eux-mêmes leurs instruments. Mais à cette époque, le violon a mauvaise réputation. C'est un instrument populaire qui sert principalement à la danse et aux comédiens ambulants. Puis, progressivement, des ébénistes s'intéressent au violon et commencent à en façonner. À Mirecourt, les premiers faiseurs de violon, comme on dit à cette époque, remonteraient au début du XVIIe siècle. Avec la guerre de 30 ans, la Lorraine et notamment Mirecourt sont ruinées. Il faudra attendre 1660 pour voir renaître de ses cendres la lutherie mirecourtienne. La lutherie prend alors son envol. Le XVIIIe siècle sera une période faste pour l'activité. En 1731, on recense 13 faiseurs de violon à Mirecourt. Un acte important survient l'année suivante. La duchesse de Lorraine édicte la charte des luthiers. C'est une véritable reconnaissance du savoir-faire vosgien. Au XVIIIe siècle, certains luthiers mirecourtiens vont même s'expatrier. Ils vont aller s'installer à Paris, où ils participeront à la renommée de la lutherie française. Au cours du siècle, d'autres iront aussi s'installer en Belgique, en Espagne, en Russie et même en Angleterre. Ces voyages seront bénéfiques pour le savoir-faire mirecourtien. En effet, de retour dans leur cité, les luthiers vont rapporter de nouvelles connaissances. Durant leur séjour dans les grandes villes d'Europe, ils ont pu examiner, travailler sur des spécimens de violons rares et précieux, issus des plus grandes écoles de lutherie. L'école française de lutherie va naître de cette rencontre, influencée tout à la fois par des traditions des écoles allemandes et italiennes et par des méthodes de fabrication dites à la française. Mirecourt devient un lieu de formation incontesté pour de nombreuses générations. Et durant ce siècle, deux figures mirecourtiennes vont s'illustrer en France et à l'étranger.
Nicolas Lupeaud dit le Stradivarius français qui devient en 1815 le luthier du roi Louis XVIII. On compte aussi Jean-Baptiste Vuillaume qui va travailler avec de nombreux musiciens comme Niccolò Paganini ou encore le compositeur Hector Berlioz. Mais que serait le violon sans son archet? Cette petite baguette de bois si importante pour frotter les cordes. En son temps, Mirecourt fut également une grande terre d'archetiers. Si le créateur de l'archet moderne, François-Xavier Tourte, n'est pas originaire de Mirecourt, nombre de ses successeurs le sont et pas des moindres. Étienne Pajot ou encore Dominique Pécat et François-Nicolas Voirin vont activement participer à la réputation mondiale de l'archéterie française. Au 19e et au 20e siècle, l'essor de la fabrication et du commerce des violons se poursuit. Mirecourt devient le principal centre de production d'instruments à cordes de France. Les entreprises Laberthe, Thibouville ou Quénon s'installent dès 1850. Avec la mécanisation, la production augmente et se diversifie. Mais avec la Première Guerre mondiale débute le déclin de l'activité luthière à Mirecourt. Certains artisans ne reviendront pas du front. Une reprise d'activité se fait bien sentir après la Grande Guerre, mais la crise financière de 1929 y met un terme. À la même période, un vaste plan de relance de la musique est lancé en France. C'est la naissance des conservatoires de musique, des orchestres symphoniques régionaux, mais aussi en 1970 de l'École nationale de lutherie à Mirecourt. Ah, ça me donne envie de rejouer un morceau. Maintenant, vous avez le choix entre profiter d'un moment de quiétude au bord de la Moselle et à l'ombre de l'abbaye des Prémontrés, ou suivre une dernière fois l'équipe de la Bougeotte qui vous présente maintenant un jeune groupe de rock primitif nancéen qui s'appelle Tequila Savate et qui va jouer pour vous un morceau en live.